avoir fait 7 ans d'études, avoir eu la chance d'être éduquée, d'avoir toutes ces opportunités autour de moi, comment est-ce que je peux continuer à travailler sans avoir un impact, sans vouloir changer les choses? C'est encore la minute chimie, je reprends. Nous, on a décidé de ne pas s'axer sur les matières premières végétales, mais sur les biotechnologies. Voilà le grand mot. Il est dit, c'est bon. Voilà, c'est bon, il est dit. T'en as pas marre des marques, tu sais, en juin, d'un coup, tout le monde est arc-en-ciel. Oui, tu sais, tu vois que ça. C'est vrai, mais les gars, de quoi vous parlez en fait? Et tu sais, 1er juillet, il n'y a plus personne. Que c'est possible en fait, dès dans sa salle de bain, c'est ça, de prendre soin de soi et de vraiment changer les choses et après de pouvoir regarder quelqu'un et de l'entendre te dire, ben en fait, toi t'as juste acheté une crème, sauf que ça m'a changé la vie. Everything's changing, just trying to navigate. Oh, I keep on believing I'm gonna find my way. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, j'accueille Anaïs, la fondatrice de la marque Vibre, qui soutient cet épisode, qui est d'ailleurs disponible en audio sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi en version filmée sur YouTube. On va donc aujourd'hui parler d'engagement, de cosmétique, de biomimétique, d'éco-responsabilité, un vaste programme donc qui s'annonce passionnant. Bonjour Anaïs. Hello. Comment est-ce que tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. T'as fait bon voyage jusqu'à Nantes. Très bien, très long aussi. Ouais, réveil très matinal. Ouais, très matinal. Ok, bon, on va essayer de se réveiller ensemble. Oui, c'est ça. Pour commencer, du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux personnes qui nous écoutent, te décrire un peu en quelques mots qui tu es ? Ok. Donc, je m'appelle Anaïs Bambili. Je vais dire mon âge, donc j'ai 31 ans. Je suis docteur en pharmacie. Avant même de dire ça, je préfère dire que je suis l'aînée d'une famille de 4. Ok. Que j'aime beaucoup mes frères et sœurs et mes parents. Voilà, faut le dire. Donc, je suis docteur en pharmacie et donc la fondatrice de Vibre Paris. Donc, moi, j'ai travaillé au début dans un groupement pharmaceutique en dermatologie, donc sur la dermatite atopique, qui est une maladie rare. Et ensuite dans un groupement de beauté à New York pendant donc un peu plus de 3 ans. Ok, d'accord. Et ça a été quoi toi ton parcours du coup avant de faire ça ? Quelles études t'as fait ? Pourquoi ce milieu de la cosmétique, de la peau, tout ça ? Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte ? Ouais. Donc en termes d'études, donc un doctorat de pharmacie, donc c'est 7 ans plus, selon la thèse que tu passes. Donc moi j'ai fait notamment une thèse sur la dermocosmétique. Et donc, pourquoi la cosméto ? Parce que déjà, je trouve que c'est un milieu, passionnant certes, mais surtout en fait qui a un impact sur notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'au final, on se construit sur des modèles que les marques nous prodiguent. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'étais chez mes parents et j'avais mis, quand j'étais jeune, en gros, je collais des affiches sur le plafond de ma chambre. Okay. Et en fait, déjà, je me suis rendu compte que toutes les affiches, c'était que des femmes blanches, taille 32. Ouais. Mais surtout, en fait, voilà, c'est ça. C'est que je me suis dit, la beauté, on voit ça partout. Donc, ça m'a attirée dès que j'étais jeune. Et je me suis dit, ça m'intéresse aussi dans l'aspect plutôt scientifique. Donc, voilà, la science, en tant que telle, m'a toujours intéressée. L'industrie de la beauté, je suis assez sensibilisée. Donc, ça avait du sens. Ok, très intéressant. Et donc, tu nous parlais de science, de l'importance de la science que ça avait dans ta vie, tout ça. On sait que la science, c'est parfois un milieu très sexiste aussi. Comment est-ce que toi, tu as vécu le fait d'évoluer dans ce milieu-là en tant que femme ? Alors, donc il y a plusieurs choses. Donc déjà, en soi, les études de pharmacie sont principalement féminines. Enfin, on trouve beaucoup de femmes. Ok. Mais j'irais plutôt dans l'aspect tech. Ok. Par exemple, depuis que j'ai créé cette entreprise, donc, qui est de la beauté, certes, donc on va dire plutôt féminin, mais aussi tech, là, j'ai ressenti quand même plusieurs choses. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'endroit où je travaille, donc à WeWork, c'est principalement des hommes qui montent des applications, tu sais, dans les SaaS, dans la tech, etc. Ouais. Startup Nation. Voilà, la fameuse Startup Nation, exactement. Et pour le coup, quand je suis arrivée et que je parlais de mon produit, de mon concept, il y a souvent eu quand même quelques yeux écarquillés. En mode, c'est de la tech. Comme si c'était surprenant, en fait. Ouais. Donc, il y a quand même un sujet. Moi, ça n'a pas été une grosse problématique au final, parce que en plus, les gens étaient si surpris qu'une femme ait un lien parfois avec de la tech qu'on n'y allait
plus facilement. Ok. Donc au final, t'as pas ressenti trop de freins, Non. Ça s'est plutôt bien passé pour toi. Ouais. Ok. Du coup, donc t'as vécu à New York, donc t'as eu aussi une expérience là-bas, un regard là-bas qui peut être différent. Notamment, tu nous parlais voilà de toi en tant que petite fille, comment est-ce que tu as grandi aussi avec certaines images de femmes, voilà plutôt blanches, minces, etc. Est-ce que tu as vu des choses différentes à New York? Comment est-ce que c'est la mentalité aussi là-bas? Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? Ok. Alors en effet, donc il y a une énorme différence entre la France et les US. Ils sont beaucoup plus body positive que nous. Ouais. En revanche, il y a plusieurs problématiques qui sont beaucoup plus mises en avant là-bas qu'en France, Ok. notamment en termes LGBTQIA+. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup d'expatriés français qui me disaient nous, on veut rester ici parce qu'on se sent plus accepté qu'en France. D'accord. Donc en fait, c'est que c'est peut-être des sujets qui sont plus acceptés là-bas, donc on en parle plus facilement. Et donc certaines personnes, évidemment, je parle de ces personnes-là, c'est pas une généralité, loin de là, mais peuvent se sentir plus acceptées. Il y a aussi après toutes ces problématiques raciales, après c'est aussi dû à l'histoire des pays. Ouais. Évidemment, mais on en parle beaucoup plus. Bah, tu te souviens très bien de Black Lives Matter, Ouais. donc qui a été un peu aussi un élément déclencheur pour moi. Et donc, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que ça peut te permettre de prendre, en fait, d'avoir conscience de problématiques dont tu n'as pas forcément conscience en France. Ok. Et c'est intéressant parce que tu nous parles de Black Lives Matter et tout. Avant de nous présenter un petit peu ta marque Vibre Paris, moi je voulais revenir justement sur un point qui m'a beaucoup marqué quand on a commencé à échanger ensemble. C'est vraiment le fort engagement que tu as pour les causes sociales, environnementales. Pourquoi est-ce que ces thématiques-là elles te tiennent autant à cœur? Alors, déjà concernant l'environnement, donc moi j'ai été sensibilisée assez jeune, surtout en France on en parle beaucoup. Donc voilà, le consommer bien, mieux, mais moins. Donc ça, voilà, grâce à mes parents, j'ai vraiment été sensibilisée jeune. Ouais. Mais ce qui me pose problème, surtout, c'est le greenwashing. En cosmétique, en plus, il est très présent. Ok. Par exemple, tu vois souvent les marques qui vont te dire qu'elles sont cruelty-free. Le cruelty-free, c'est obligatoire depuis 2013. Ouais. Ensuite, donc c'est ces marques-là qui te disent qu'elles sont cruelty-free. Donc ces marques-là qui te disent qu'elles sont cruelty-free. Et on ne fait pas la différence avec les marques qui te disent qu'elles sont cruelty-free et vegan. Alors que ça n'a rien à voir. Okay. Le cruelty-free, ça veut dire que tu n'as pas le droit de tester sur les animaux, mais ça veut dire que tu as le droit d'utiliser des matières animales dans tes produits. Donc en fait, tu peux dire que tu es cruelty-free, bon déjà parce que c'est obligatoire, mais ça change en rien le fait que par exemple, il y ait des bouts de foie de requin dans tes cosmétiques. Ouais, je vois. Enfin, c'est ignoble. C'est affreux. C'est affreux. Et donc tu peux faire ça, tu peux être cruelty-free et faire ça quand même. Ok. Et vegan, là tu vas un peu plus loin parce qu'en effet, tu testes pas sur les animaux, encore une fois parce que c'est obligatoire depuis 2013, mais en plus, tu n'utilises pas de dérivés dans tes soins. Ok. Donc, tu peux citer, alors, en soi, il y a plein d'autres exemples. Hein. Par exemple, il y a tout ce qui est packaging. Si on parle des packs en alu ou en bioplastique, etc., qui sont censés être plus éco-responsables. L'aluminium, c'est très bien en cosmétique, sauf qu'en fait, pas tellement, parce qu'il n'y a pas cette filière de tri. Ok. Donc, tu peux penser que c'est mieux que du plastique, sauf qu'au final, ce ne sera pas recyclé. Ouais, c'est intéressant. Et puis j'en passe, enfin, il y a on peut parler de quoi d'autre, on peut parler le fameux bio. Alors le grand mythe le grand mythe de la cosmétique naturelle et bio. Est-ce que ça a vraiment du sens d'utiliser des cosmétiques en fait donc naturels mais qui vont nécessiter des ressources qui sont limitées? Tu vois, par exemple, si je te dis ok, tiens, dans ton cosmétique il y a de l'huile essentielle de rose. Comme ça, tu vas te dire huile essentielle, rose, plante. C'est naturel, c'est cool. C'est ok. Ouais. Voilà. Sauf qu'en fait, est-ce que tu as conscience que derrière, il y a des tonnes et des tonnes de roses qui ont dû être récoltées,
donc énormément de consommation, tant en termes d'énergie que d'eau, et qu'à la fin, tu as récupéré peut-être que 3 mg d'huile essentielle. Effectivement, c'est tout un cheminement en fait qu'on n'a pas du tout en tête. Quand ça. On pense en fait directement, on se dit ok, c'est naturel, ça vient de produits naturels et tout, donc c'est cool. Mais en fait, c'est vrai qu'on pense pas à tout ce qu'il faut mettre en amont pour récolter ces produits naturels, qui du coup, au final, effectivement, c'est pas écologique, quoi. Bah non, pas du tout. Ouais, très intéressant. Et donc, toi, c'est comme ça que du coup, avec Vibre Paris, tu viens résoudre ce problème, en fait. Ouais, c'est ça. J'utilise une alternative qui est durable, pour le coup. Ok. Donc voilà, donc il y a toutes ces problématiques-là. Après, ce qui est bien, c'est quand même qu'il y a de nombreuses marques qui essaient de faire la différence à leur échelle. Par exemple, Fanny, donc, qui est la fondatrice d'une marque qui s'appelle Maddy et moi, essaie de faire partie de ce changement, notamment en travaillant sur le sourcing des ingrédients. Ok. Donc voilà, et ça c'est important, surtout dans un monde de la beauté qui est... il n'est pas saturé, mais il y a quand même tellement de grands que c'est difficile de faire sa place et de montrer les bonnes pratiques. Ouais, c'est sûr. Ok. Bah tu vas revenir après là-dessus sur comment est-ce que toi tu résous en fait cette problématique justement grâce à ton innovation dont on va parler. Juste avant, si on pouvait revenir, tu nous as parlé de l'engagement pour l'environnement qui te tient à cœur, mais chez Vibre Paris et chez toi d'une manière générale, il y a aussi tout un côté social qui est très très fort et qui est aussi peu mis en avant souvent dans la cosmétique, donc c'est quand même très particulier. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que les causes sociales te tiennent à cœur? Quelles causes sociales particulièrement? Voilà, nous donner un petit peu un aperçu de ça. Ouais, ok, avec plaisir. Donc comme je t'ai dit, moi la cause environnementale, donc j'ai été sensibilisée, donc jeune. La cause sociale, elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée plus tard et il y a eu un tournant, notamment quand je suis arrivée à New York. Ok. Il y a eu ce tournant-là parce que je me suis rendu compte en fait vraiment des inégalités qui sont présentes au final partout autour de nous et dont on ne parle pas assez. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense qu'en plus, il y en a plusieurs dont tu pourrais parler. Pour moi, il y en a une qui est notamment le manque de représentation et d'implication de la part des marques. Aujourd'hui, je parle notamment de... J'aime pas vraiment le mot cause, mais... manque de représentation et d'implication pour... Ouais, parce que j'aime pas le mot cause, donc c'est plutôt, on va dire, pour les problématiques liées aux orientations sexuelles et de genre qui sont, on va dire, qui changent de la norme, ouais. Entre gros guillemets. Oui, la norme cis hétéro. Voilà, exactement. Il y a vraiment une grosse problématique par rapport à ce sujet-là. Donc moi, j'ai été sensibilisée donc, aux États-Unis, notamment parce que qu'il m'arrivait de parler plusieurs fois à des jeunes qui vivaient dans la rue. Et honnêtement, je vivais peut-être dans une bulle, mais je m'y attendais pas. La plupart m'ont dit, nous on se retrouve ici, parce qu'on s'est fait jeter de chez nous, de par notre orientation sexuelle ou de genre. C'est fou. Hein. Et franchement, ben là tu redescends. Tu redescends et tu te dis, je ne peux pas vivre sans... Enfin, après avoir fait 7 ans d'études, avoir eu la chance d'être éduquée, d'avoir toutes ces opportunités autour de moi, comment est-ce que je peux continuer à travailler sans avoir un impact, sans vouloir changer les choses? C'est juste pas possible. Ouais. Surtout, après, il faut aussi réfléchir aux raisons, en fait, comme on en parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme ça? Donc, tu vois, on parlait là de l'implication des marques, parce qu'au final, regarde, au XVIIe siècle, l'homosexualité était plus qu'acceptée. Le roi Soleil, enfin, on le lit partout. Il vivait sa meilleure vie. Il vivait sa meilleure vie. Tu vois, non, il vivait sa meilleure vie. Donc, c'est arrivé après. Donc, évidemment, tu vois, il y a plusieurs raisons. Toi, d'ailleurs, tu penses que c'est lié à quoi? Le rejet de l'homosexualité. Ouais. Je pense que c'est un ensemble de beaucoup de questionnements et de raisons, mais qui sont liées, je pense, un peu à un idéal masculin viriliste aussi, genre
Enfin, plus là pour les questions d'homosexualité masculine, en mode un vrai homme aime les vraies femmes, tu vois. Mon Dieu, quel enfer. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi un peu tout le fait qu'on ait été imprégné aussi par une culture de... on le voyait avec les arguments de la Manif pour tous, en mode... une famille, c'est un homme et une femme, parce que le mariage, c'est un homme et une femme, et il faut procréer. Genre, c'est la mission sur Terre, c'est de procréer. Et je pense qu'il y a aussi cet héritage quand même de la religion qui est très fort, notamment dans certains pays plus que d'autres. Mais en France, voilà, l'héritage catholique, il est très fort. Et on le voit très bien encore avec la Manif pour tous, syndicat de la famille maintenant, qui a changé de nom, mais qui a toujours les mêmes revendications. Donc je pense qu'il y a de ça, il y a ce côté en mode c'est l'argument qu'on entend, c'est contre la nature, mais en même temps qu'est-ce que ça veut dire la nature, puisqu'en soi il y a aussi de l'homosexualité dans la nature. Dans la nature il y a des espèces qui changent de sexe, en fait il n'y a pas ces identités. Dans la nature, tout est beaucoup plus fluide, que ce soit en termes de genre, de relations, même amoureuses, parce qu'il y a aussi des espèces où il y a ces idées d'amour, ou juste purement sexuelles. Donc, je pense que c'est un peu... au final, cet argument de nature, il est complètement faux, parce que quand on regarde dans la nature, c'est pas un mâle, une femelle, paf, pour la vie, ils se reproduisent et... Donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de beaucoup de raisons, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'effectivement, dans l'histoire, ça n'a pas toujours été comme ça. Et même quand on regarde dans l'Antiquité et tout, l'homosexualité masculine notamment était très acceptée. L'homosexualité féminine, c'est un autre sujet, c'était pas forcément accepté. Parce que là, c'est des femmes, et quand les femmes font ce qu'elles veulent... Attention. Attention, encore entre hommes, on reste ensemble, ok, mais les femmes, faut pas exagérer. Donc ça, c'est encore un autre sujet qui est là plus lié au patriarcat. Mais voilà, de toute façon, tout ça, c'est un peu le même problème de base, du patriarcat, etc., etc. Voilà, et toi, c'est quoi tes hypothèses sur... pourquoi est-ce qu'on en est à une société qui déteste tant les personnes LGBTQ+. Globalement, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense vraiment que c'est les entreprises, en fait, le privé, qui nous a martelé des choses. C'est vrai, totalement. Qui font qu'aujourd'hui, regarde, mais même encore aujourd'hui, je suis certaine que tu tapes sur ton téléphone publicité beauté sur Google et que tu vas dans Images, il n'y a que des femmes blanches et il n'y a que des hommes avec le six-pack. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien en voir un jour. Parce que personnellement, je ne sais pas vraiment s'ils existent. Où êtes-vous ? Et donc, je pense, voilà, une des dernières raisons, une des plus récentes, on va dire, causes, je pense que c'est vraiment ça, c'est les entreprises. Non, mais clairement. Je veux dire, à partir de quel moment tu peux aussi dire à des enfants, ok, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Si toi, en tant que parent, tu leur dis, et qu'à côté, ils voient dans leur environnement que des marques, etc., que des choses qui leur démontrent que non, c'est homme plus femme, blanc, allez, vas-y, c'est bon, les couleurs, on va quand même essayer d'évoluer, etc. Donc, parce que tes parents t'aiment. Donc, l'idée, à la base. Donc, ils sont censés te dire que tu es parfait, parfaite. Donc, à la base, tu les crois pas. Ouais. C'est ça. Ouais, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a eu tout un truc aussi, je pense, au dernier siècle, là, effectivement, avec les entreprises, etc., où on a aussi un peu vendu aux gens ce à quoi ils devaient ressembler, quel était l'idéal et tout. Et effectivement, ça a renforcé des clichés. Et heureusement, maintenant, il y a des marques qui font un peu un chemin de déconstruction et d'autres qui, comme toi, sont en train de se créer et qui partent déjà avec une base positive. Donc ça fait plaisir. Et donc, tu nous parlais donc, de ce déclic un peu que tu as eu OK, moi, je veux que la cause sociale, la cause environnementale, ce soit au centre de ce que je fais de ma vie, au final. Et du coup, comment est-ce que ça t'a amené à te dire OK, je vais créer Vibre Paris, genre, quel a été le chemin? Ok. Je suis juste en train de penser à un truc qui n'a rien à voir, désolée, qui a à voir avec ce qu'on vient de dire avant, qui est que c'est vrai qu'au final, tu disais que là, il y a des marques que les marques se déconstruisent et que d'autres se construisent. Mais donc, tu te souviens, on y est encore, le mouvement body positive. Ouais. Il y a pas mal de marques de luxe qui s'y sont mis à un moment.
Mais je pense que tu l'as vu, la dernière Paris Fashion Week, il y a moins de 6% des femmes qui faisaient une taille au-dessus du 38. Ouais, j'avais vu T'as ça. vu ? Ouais. Donc c'est quand même... tu vois, tu te dis vraiment, c'est une tendance, les gars, ou qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Est-ce qu'on veut... En fait, est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on surfe sur une tendance ou est-ce que c'est un mouvement de fond ? Et puis, il y a une différence aussi entre être body positive et montrer des femmes où leur taille maximale, c'est du 42, ou être body positive et montrer vraiment des femmes, parce que 42, c'est la moyenne chez les Françaises. Hein, donc, vraiment, ça n'a rien d'exceptionnel. Ou montrer des femmes qui, là, vont faire du 48, du 50 et plus. Et là, vraiment montrer des corps qui sont complètement invisibilisés en temps normal. Parce que si on montre que le max du body positive, c'est de faire du 42, bah, du coup, toutes les femmes qui font plus, elles se disent, ok, bah, vraiment, si eux, ça, c'est leur grosse, entre guillemets, leur max de grosse, genre, moi, je suis quoi ? Enfin, donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de... Il y a des marques, elles se mouillent un peu, mais pas trop quand même. Genre, Et puis même, tu vois, là, tu parles au-dessus du 42, mais moi, je trouve que même, tu vois, du 38 au 42, c'est encore... Attention, tu fais du 38 au 42, mais pas un pet de cellulite. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, et puis, t'as les formes aux bons endroits. T'as jamais un bourrelet qui dépasse. Les femmes, elles sont rondes, elles ont bien les hanches comme il faut, mais la taille quand même marquée. C'est toujours... voilà, elles ont des formes là où il faut, mais c'est pas disgracieux, on va dire. C'est ça. Donc, disgracieux, on s'entend hein, oui. dans les normes de la mode, etc., et de ce qu'on veut nous faire croire qui est joli ou non. Donc, ouais, très, très bon point. Et donc, du coup, toi, quel a été ton cheminement pour aller vers la création de cette marque depuis ce moment où tu t'es dit ok, moi, j'ai envie de faire une marque qui a du sens, j'ai envie d'avoir ce sens-là dans ma vie professionnelle jusqu'à là, aujourd'hui, le lancement de Vibre Paris. Alors, donc déjà, avant même de me dire je vais lancer une marque de cosmétiques, en effet, je me suis dit je vais créer une marque. Je sais pas encore de quoi, mais une marque qui va avoir un impact. Et donc, je me suis dit, bon, évidemment, inconsciemment, je savais déjà que j'allais aller vers la beauté, c'est juste que c'était pas encore figé. Mais donc, je me suis dit, ok, donc je monte une marque de cosméto, comment je fais pour avoir un impact ? Donc, le premier sujet qui peut sembler le plus simple, c'était, je vais reverser de l'argent. Déjà. Je vais reverser de l'argent, mais comment je vais le verser ? Donc, déjà, je vais verser plus que le fameux 1%. Donc, 2%, ça peut sembler peu, mais c'est beaucoup pour une petite start-up et même en général. Et surtout, je ne vais pas le verser à des grosses associations. Je vais sélectionner avec ma, entre guillemets, communauté, ou en tout cas le consommateur ou la consommatrice. On va sélectionner ensemble des associations. Et c'est à ces associations que seront reversés les dons. Donc, tu vois, par exemple, on en parlera plus tard, mais tu vois, si tu as des idées d'asso, on pourra faire voter, par exemple, les communautés. Ouais, et c'est, par exemple, ces 3 associations, par exemple, les 3 tops choisis, après, seront sur le site web. Et ok, vous procédez, par exemple, vous procédez à l'achat, vous choisissez l'asso, et voilà. Et l'objectif, si tu vois, c'est vraiment d'être sur des petites et moyennes associations pour avoir un impact qui sera vraiment mesurable. Parce que quand tu pars sur du SOS homophobie ou en termes d'environnement Greenpeace, c'est que c'est vraiment des énormes structures. Ouais. Donc en fait, il y a un petit manque de transparence quant aux fonds qui sont versés et où ils vont. L'idée là, c'est vraiment de choisir avec le consommateur ou la consommatrice les associations et ensuite pouvoir partager les retours en fait des personnes qu'on a aidées. Voilà, donc l'idée c'est donc tu as les associations et donc les dons, tu as la collaboration avec les artistes pour pouvoir parler en fait à la communauté à travers des visuels et simplement de l'art. Ouais. Parce qu'en soi, je trouve que l'art c'est quand même un bon moyen de partager des messages et des valeurs. Donc voilà, donc ça c'était cet aspect-là. Évidemment, si quelqu'un a des idées pour avoir encore plus d'impact, n'hésitez pas. Ouais. Envoyez des petites suggestions. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça, c'est comme ça que l'entreprise a démarré. Et ensuite, il fallait bien parler produits. Donc je me suis dit, ok, donc c'est une marque à impact, engagée pour la justice sociale, qui veut vraiment pas se positionner, mais donc s'impliquer. Donc il faut un produit, donc un soin qui soit aligné avec ça.
Donc je me suis dit, comment tu fais pour créer un soin qui est donc évidemment efficace, qui va vraiment s'adapter et être efficace donc pour tous les types de peau. Parce que, attention, en effet, on n'a pas tous et toutes la même peau, mais on a toutes et tous la même structure. Donc voilà, donc comment tu fais ça? Donc là, je me suis intéressée de plus en plus au biomimétisme. Donc le biomimétisme, donc biologie, mimétisme, donc tu mimes le vivant. Donc je me suis intéressée au biomimétisme et évidemment à la structure de la peau. Et là, je me suis dit, en fait, on peut faire quelque chose. C'est dans nos formules, mimer la structure de la peau. Donc, en fait, faire ça, avoir des formules qui miment la structure de la peau, ça va permettre à nos soins vraiment de s'adapter à tous les types de peau. Parce qu'imagine, tu mets du miel dans du miel. Bah, ça va faire du miel. Tu mets de la confiture dans du miel, là, ça va faire un truc un peu étrange. Bon, et ben alors voilà, donc imagine que ta peau, c'est du miel, ma crème, c'est du miel. Et que si tu mets pas une formule qui a la même structure, bah, ça te fera du miel dans la confiture. Ok. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair, c'est une très bonne métaphore. Ok. Et donc déjà, voilà, tu as cet aspect biomimétique, du coup, qui va permettre aux soins de vraiment s'adapter à tous les types de peau. Et en fait, ça va aussi permettre aux ingrédients de pénétrer plus profondément. Tu vois, t'imagines bien. Ouais. Sauf que ça, je me suis dit, ok, bon, ça suffit pas, essayons d'aller un peu plus loin. Et essayons de prendre en compte vraiment la peau dans son entièreté. Et donc, on est allé au-delà du biomimétisme. Comment on a fait ça? C'est parce qu'on s'est dit, ok, donc on imite la structure de la peau, mais on va pas être qu'une marque de cosmétiques active, c'est-à-dire juste, par exemple, une marque de, par exemple, des soins à l'acide azélaïque, une crème à la vitamine E, et j'en passe. L'idée, c'est vraiment, en fait, d'être une marque à écosystème. Des soins à écosystème. Parce qu'en fait, ta peau, c'est un écosystème. Elle est remplie de virus, de bactéries, de cellules, de plein de choses différentes. Et donc, au final, l'objectif, c'est vraiment pas de targeter uniquement tes cellules. Et c'est de prendre en compte tout cet écosystème. Donc, comment tu fais ça? Déjà, donc, tu peux utiliser plusieurs choses. Par exemple, tu peux utiliser des ingrédients qui s'appellent nature identique. Ok. Donc, un ingrédient nature identique, il est identique à ce qu'il y a dans la nature. Donc, par exemple, donc, on va parler de la structure de la peau très rapidement pour que tout le monde comprenne. La peau, elle est composée de cellules qui sont structurées en couches. Imagine donc en couches. Donc, tu as 3 couches. L'épiderme au-dessus, ensuite le derme et ensuite l'hypoderme. En cosmétique, on s'adresse surtout à l'épiderme. Imagine que ton épiderme, c'est un mur de briques. Okay? Les cellules sont les briques et le ciment s'appelle la matrice extracellulaire. Ok. Ou donc la MEC, matrice extracellulaire. Et donc, dans ce ciment, il y a notamment beaucoup de lipides, dont des céramides. Les céramides, ils sont très importants parce qu'en fait, ils vont permettre de garder toutes ces cellules ensemble. Tu vois, toutes ces briques ensemble. Ok. Et en fait, quand tu as la vingtaine, tu es un peu à ton full potentiel de céramides. À partir de la trentaine, donc ça c'est ma vie, ça chute d'un tiers. Donc là, je commence à paniquer. Et à 40 ans, ça chute encore d'un tiers. Donc autant dire qu'après, il t'en reste vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir ce type d'ingrédients. Des ingrédients nature identiques pour en fait pallier à ce déficit. Ok. Donc par exemple, voilà, nous on a des soins qui vont être riches en céramides. Donc pour vraiment garder... Ça va recoller les briques, quoi. Exactement. Ça empêche l'eau de sortir, donc ça garde l'hydratation, et ça empêche les agressions de rentrer, les agresseurs de rentrer. Ok. Donc tu vois, les allergènes, etc. Donc voilà, il y a cet aspect nature identique, donc on va apporter des ingrédients qui sont initialement naturellement dans la peau. Et il y a aussi rééquilibrer l'écosystème. Parce qu'en gros, donc, ta peau, c'est aussi on peut appeler ça aussi le microbiote cutané. Donc, c'est des milliards de bactéries qui sont donc dans ta peau et qui travaillent, qui sont censées être en équilibre pour que ta peau soit équilibrée, donc sans boutons, etc. Sauf que forcément, elle ne l'est pas, parce que la fumée de cigarette, parce que le vin, même si on l'adore, c'est pas terrible, parce que le soleil, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser des prébiotiques et des probiotiques. Je ne sais pas si tu es familière avec ça. Pas trop, non. Enfin, Okay. je connais le mot, mais je ne saurais pas le définir, quoi. Ok, donc
Alors, donc déjà, voilà, c'est ça. Donc, on va aussi utiliser des prébiotiques et des probiotiques parce que ce sont en fait des éléments qui vont permettre d'équilibrer justement ce microbiote dont on parlait. Ton microbiote cutané, il est composé de bonnes et de mauvaises bactéries. Pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il y ait plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Ouais. Les probiotiques, ils vont permettre de réaliser ça. Ils vont contrôler en fait cette balance. Et ils vont permettre donc à ta peau de s'équilibrer. Donc ils vont éviter, par exemple, ils vont prévenir l'apparition de la bactérie responsable de l'acné. Et donc voilà, donc c'est tout ça en fait qu'on va mettre en place dans nos formules. Donc c'est mimer la structure de la peau, mais aussi travailler en symbiose avec elle, en apportant des ingrédients qui sont initialement dans la peau mais qui ont disparu. Et aussi donc des prébiotiques et des probiotiques qui vont l'équilibrer pour faire de la prévention. Et je voulais revenir sur un point où tout à l'heure tu nous parlais en fait du fait que les marques aujourd'hui qui se présentent un peu comme naturelles, etc., elles utilisent certes des produits naturels, mais que du coup c'est négatif aussi pour l'environnement parce que ça exploite. On repense aux roses que tu donnais un exemple. Comment est-ce que toi, du coup, avec Vibre, tu viens contrer ce problème-là de l'exploitation des ressources ? Donc justement, nous on a décidé de pas s'axer sur les matières premières végétales, mais sur les biotechnologies. Voilà le grand mot. Il est dit, c'est bon. Voilà, c'est bon, il est dit. En gros, les biotech, ça va permettre d'obtenir des ingrédients actifs, très purs, très efficaces, mais sans avoir recours aux matières premières végétales et donc sans utiliser nos ressources naturelles qui sont limitées. Par exemple, on va reprendre l'exemple des céramides. Ouais. On va aller dans notre petit labo. Tu vas faire de la culture de levure, donc avec des acides gras, des nutriments, plein de choses. Tu vas faire croître ces levures, donc dans ton laboratoire encore une fois. Et après, par différents procédés chimiques, je vais vous épargner les détails, tu vas en tirer les céramides. C'est tout. Ok. Terminé. Ouais. En fait, donc tu as juste été dans ton laboratoire, donc tu as eu une complète maîtrise de tes consommations en eau et en énergie. Tu n'as pas utilisé de plantes et tu as ton ingrédient. Magique. Bon, ça fait 3 ans qu'on est en recherche et développement, donc c'est un peu long aussi, mais... Dit comme ça a l'air vraiment un claquement de doigts. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais. Voilà, donc c'est ça l'alternative nous, qu'on utilise pour ne pas... utiliser des matières premières, encore une fois. Ok, très bien, c'est très clair. Et du coup, quand on échangeait, tu as prononcé aussi les mots de cosmos naturel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu veux bien expliquer de quoi il s'agit, ce qu'il y a derrière ça ? Ok. Alors, cosmos naturel, donc c'est un label. Donc, il y a beaucoup de labels qui existent aujourd'hui qui veulent un peu tout et rien dire. Cosmos naturel, c'est un très beau logo qui permet en fait la traçabilité des ingrédients, des méthodes de production, etc. Mais en fait, il y a quand même un sujet, et encore une fois, d'où l'importance de l'éducation. C'est pour ceci que j'adore ce que tu fais. Merci. Non mais c'est vrai, il faut vraiment éduquer, parce que quand c'est pas son secteur, on ne sait pas forcément ce dont on parle. Par exemple, Cosmos Naturel, donc c'est un logo qu'on voit souvent, qui est vraiment un label de qualité. En revanche, attention, c'est pas parce qu'il y a ce label qu'il n'y a pas de pétrochimie dedans. Ok. Donc, encore une fois... Voilà, c'est un label qui va dire que voilà, il y a que des soins, des produits naturels, que voilà, c'est ça, t'es sur la plante, t'es sur le végétal, ou en tout cas t'es sur le naturel. Souvent est fait en France, donc vraiment qualité. Mais il va quand même autoriser un certain pourcentage de conservateurs dérivés de l'industrie pétrochimique. Donc c'est pas forcément ok. Faites attention et dites-vous quand même que voilà, un label ne veut pas dire que tout est clean. Ouais. Parce que nous, toutes nos formules sont sans pétrochimie. Et avant même en fait, de connaître la charte de ce label, je m'étais dit, du coup, c'est bon, tranquille. Et quand j'ai lu la charte, je me suis dit, ah, mais en fait, tu peux avoir ce label. Mais avoir des pétrochimies. Et ouais. Ok, c'est bon à savoir. Ça fait mal au cœur, en tout cas. Ouais. En tout cas, chez Vibre, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et donc, du coup, justement, les produits qu'on voit à l'image pour les personnes qui regardent en vidéo sont en précommande, donc avec une campagne Ulule. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'on peut avoir justement dans cette campagne ? Quels produits tu proposes ? À quoi ils servent ?
Très bien. Alors, donc, on a développé 4 produits. Alors déjà, quand je dis on, je parle de donc, moi et du laboratoire avec lequel je travaille. Hein, c'est pour ça. Donc, on a développé 4 produits. Donc, un sérum, 2 crèmes et un nettoyant. Ok. Donc, je vais commencer par le nettoyant. Donc, les nettoyants, c'est un nettoyant que j'appelle purifiant, donc qui est doux, qui s'adapte vraiment à tous les types de peau. Par exemple, il est OK aussi pour les personnes sous traitement anticancéreux. Ok. Donc ça, c'est vraiment chouette. Qui est riche donc en probiotiques et prébiotiques dont on parlait tout à l'heure, et en acide salicylique. Il va permettre de réguler le sébum, donc il va limiter l'apparition d'imperfections, mais il va aussi laisser la peau hydratée grâce, pour le coup, on utilise une matière végétale, une matière première végétale, de l'huile de noyau d'abricot qui est upcyclée. Donc on récupère les déchets donc des abricots, donc les noyaux, et on les utilise. Donc on ne produit pas juste pour ça. Exactement. Et donc voilà, donc ça c'est le nettoyant, donc il va permettre de purifier la peau, limiter l'apparition d'imperfections et juste nettoyer simplement. Parce que c'est quand même la première étape qu'il faut jamais oublier. La base. La base, voilà, c'est la base. Ensuite le sérum. Donc le sérum, il est un peu particulier parce qu'il est dérivé d'une technologie qui est brevetée. En gros, c'est encore la minute chimie. Je reprends. En gros, une crème, c'est de l'eau et de l'huile. C'est des gouttelettes d'huile qui sont donc dans un milieu aqueux. Les ingrédients actifs sont dans ces gouttelettes d'huile. Okay. Généralement, donc, ces gouttelettes, elles sont d'une certaine taille. Et bien, donc, grâce à la technologie qu'on utilise, cette taille va être diminuée par un facteur 1000. Ok. Donc tu te doutes bien que les gouttelettes pénètrent plus profondément, les actifs aussi. Et donc, comme tu as une pénétration décuplée, tu as une efficacité qui est augmentée, voilà, qui sera donc immédiate, mais surtout, pour moi, l'important, c'est le long terme. Donc voilà, donc ce sérum, lui, donc, il est également anti-imperfection et il est surtout pour le teint terne, donc lié notamment à l'augmentation de la pollution. C'est pour travailler sur le teint et le purifier. Ok. Et ensuite, donc 2 crèmes. Donc, une crème que j'appelle repulpante, qui est notamment à base de céramide, donc, et de tétrapeptides. Donc, on vient de finir notamment les essais cliniques. Donc, il y a tous les résultats qui sont dispo donc sur nos réseaux ou tu fais le site web, peu importe, si vous voulez voir pour plus de transparence. Donc, super résultat. Donc, on est très, très contents. Et une crème qui est matifiante. Matifiante et anti-imperfection, elle me tenait vraiment à cœur, notamment pour les personnes qui s'appliquent du make-up, parce que on n'a pas tous le temps d'attendre qu'une crème sèche, ensuite de se maquiller et au final de sortir de chez soi 1 heure plus tard. Ouais. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un soin qui s'applique et qui est adapté aux personnes qui se maquillent beaucoup. Par exemple, je pense notamment aux drag queens qui se maquillent beaucoup, et donc qui ont besoin d'un soin qui est adapté justement à cette application de maquillage. Donc ça a aussi été pensé pour ça. Ok, trop bien, nickel. Donc un petit, vraiment de quoi faire une routine beauté complète avec ces 4 produits, c'est ça ? C'est ça. Trop bien, trop chouette. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter par rapport à la campagne Ulule, des informations importantes ? Déjà, le lien de la campagne est dans la description. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur la campagne ? Alors, j'imagine que oui, il y en a plein. Donc, déjà, vous le verrez, hein, il y a plusieurs kits. Donc, tous les produits, évidemment, sont en réduction. Donc, c'est vraiment des offres qui auront lieu là que pendant 35 jours avant donc, le lancement officiel, qui sera en octobre. Donc, vous le verrez encore une fois, mais on va faire une soirée de lancement à Paris, ce sera trop chouette. J'espère que tu viendras. Ah bah, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pendant cette campagne ? Il y a le 24 juin. Donc, on va faire une grande campagne photoshoot à Paris. Le 24 juin, peut-être précise quelle journée c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Ouais. Donc, le 24 juin, donc pendant la Pride. Voilà. Donc, on sera à Paris. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Franchement, t'en as pas marre. T'en as pas marre des marques, tu sais, en juin, d'un coup, tout le monde est arc-en-ciel. Oui, tu vois que ça. C'est vrai, mais les gars, de quoi vous parlez en fait ? Et tu sais, 1er juillet, il n'y a plus personne. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Du 1er juin au 31 juin, et après, sinon, entre 30 juin.
Ouais. Je sais plus comment on appelle ça, du pinkwashing. Du pinkwashing. Ouais, c'est ça. T'as le green, t'as le pink, bref, il y en a beaucoup. Quoi. Ouais, il y a beaucoup de washing. Ouais. Ok, bah trop bien, ça fait très envie. En tout cas, du coup, pour avoir testé les produits, je les trouve vraiment super. Donc, franchement, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, c'est vraiment testé, approuvé de mon côté. Merci. Donc, vraiment, en plus, je trouve ça tellement bien d'avoir une marque qui, non seulement est trop bien pour la peau, en plus est engagée sur le plan environnemental, mais aussi social. Et ça, c'est très rare, donc trop important de le souligner. Donc, vraiment, pour moi, c'est incroyable, quoi. Donc, bravo, bravo pour ta marque. Et franchement, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la marque d'une jeune femme qui s'engage, allez-y. Et puis, si vous ne pouvez pas participer directement, partagez la campagne autour de vous, c'est important. Et je suis sûre que ça pourra intéresser beaucoup de personnes. Là, du coup, on est au début, finalement, enfin, même si ça fait longtemps que tu es en recherche et développement. Là, ça y est, Vibre Paris se lance enfin. Quelle est ta vision, toi, un peu pour cette marque? Comment tu veux la faire évoluer? Est-ce que tu as déjà d'autres idées de produits? C'est quoi un peu tes projets pour le futur? Alors évidemment, des idées de produits, j'en ai plein, mais je pense surtout que je demanderai en fait aux consommateurs et consommatrices ce dont ils et elles ont besoin, et je déciderai en fonction. Et la vision, il y a un terme qu'on utilise beaucoup aux États-Unis, je ne sais pas si on l'utilise en France, l'activisme positif. Ok. Moi, l'idée, c'est vraiment pas d'aller dans la rue, d'avoir des drapeaux et de tout brûler. C'est pas trop moi. Ouais. C'est ok et c'est ok, mais c'est pas moi. L'idée, c'est vraiment en fait de changer les choses en se faisant kiffer dans sa salle de bain. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment à terme, même dans 5 ans, de faire partie des marques qui n'est pas qu'une marque en fait, qui est un mouvement, parce que oui, c'est possible d'avoir un impact, de changer les choses. Je parle en tant que consommateur, pas en tant que fondatrice. Consommateur, consommatrice. Que c'est possible en fait d'être dans sa salle de bain, c'est ça, de prendre soin de soi et de vraiment changer les choses et après de pouvoir regarder quelqu'un et de l'entendre te dire en fait, toi t'as juste acheté une crème, sauf que ça m'a changé la vie. Ouais, c'est ça. Donc qui est vraiment un procédé du début à la fin du processus d'achat, de consommation, etc., que tout ait un sens, en fait. On revient à la notion de sens où tu avais eu ce flash un peu à New York en mode « je veux un truc qui ait du sens ». Là, ça a du sens de A à Z. Donc, trop bien. Franchement, bravo. C'est hyper impressionnant. C'est trop bien ce que tu as fait. J'espère que tu es fière de toi quand même, de ton travail. Je le suis, mais j'attends surtout de voir si des personnes s'allient un peu. Je l'espère pour toi, en tout cas, je te le souhaite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Quelque chose où tu te dis, j'ai pas pensé à dire ça? Un message que tu veux faire passer pour finir l'épisode? Un truc qui te tient à cœur? Un truc qui me tient à cœur. Alors déjà, rien à voir, mais comme on parlait de cosméto, faut le dire, n'oubliez pas votre crème solaire. Oui, c'est ça, faut utiliser de la crème solaire en plus de tes produits ou c'est inclus dedans? Non, c'est pas inclus dedans, parce que pour moi, c'est vraiment des actions qui sont différentes, faut pas tout mélanger. D'accord, mais donc, c'est bon à savoir. Voilà, et en plus, moi j'en ai pas, donc je fais même pas ma pub. Et non, mais sinon, juste, c'est ok, pour moi c'est ok de pas donner de l'argent à des associations, c'est ok de faire du mieux qu'on peut, mais du coup, je pense vraiment que si on fait, ça peut sembler cliché, mais je pense que si on s'y met un tout petit peu, chacun, on peut vraiment aider beaucoup de gens. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que c'est une très bonne façon de finir cet épisode. Donc, merci beaucoup Anaïs de t'être déplacée jusqu'à Nantes pour venir échanger avec moi, de t'être prêtée à cet exercice qui n'est pas facile, mais que tu as super bien fait. Merci. Bravo, franchement, génial. Et puis, bravo pour le lancement de Vibre. Je suis trop contente pour toi. Je vais continuer à suivre tout ça de près. De mon côté, comme je vous l'ai dit, c'est testé, approuvé. Donc, je vous invite à participer à la campagne Ulule pour soutenir cette belle initiative. Le lien est à retrouver, évidemment, directement dans la description. Il y aura aussi
le lien donc, de tes réseaux sociaux, très important. Parce que notamment Vibre va aussi grandir en fonction de la communauté, de ce que les gens veulent, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, merci à toi Anaïs, merci à vous d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Je vous dis à très bientôt, bye.